salle de conseil qui est au rez-de-chaussée en bas, et c'était bienvenue, bienvenue, installez-vous. Tu peux laisser ouvert, tu vois, pour que si d'autres personnes arrivent, n'aient pas besoin de. Parce que sinon c'est bloqué. Oui, mais c'est en couvert. Voilà, c'est en couvert, merci. C'est pour ça que j'étais un peu. Vous arrivez juste Bonjour, au bon moment. Oui, bonjour. C'est vrai que après le distanciel, il y a toujours une satisfaction à se retrouver en chair et en os, en incarné. Donc je vais vous dire un mot à ce sujet. Donc voilà, les années précédentes, on était dans la salle du conseil, et parmi les effets secondaires de la crise sanitaire Covid, tout ce qui est espace partagé au rez-de-chaussée est maintenant interdit pour ce genre d'activité. Donc du coup, on a été expatrié au 5e étage. Alors, c'est un endroit qui est apprécié pour ceux qui aiment bien l'aération, justement en ces temps de crise sanitaire, et puis pour les fumeurs qui peuvent aller tirer quelques taffes de beauté quand il y a une petite pause. Bon, sans parler des fois où il y a du soleil et où on fait des barbecues inoubliables sur la terrasse, mais là ça va pas être le cas ce soir. On va être plus raisonnable. Et voilà. Donc j'ai fait un choix cette année. C'est vraiment de vous inviter au présentiel. Alors je sais qu'un certain nombre de provinciaux et même de gens à l'étranger m'ont contacté en me disant est-ce que ça va continuer en distanciel, est-ce qu'il va y avoir toujours des liens Zoom. Alors je dois dire, bon, et je vous en parle pour qu'éventuellement vous réagissiez et qu'on en discute, mais pour ma part, je suis actuellement là dans une phase de militance opiniâtre en faveur du présentiel, du retour au présentiel, parce que c'est vrai qu'on est un certain nombre d'enseignants là en ce moment à voir que c'est pas complètement homogène dans le corps enseignant. Il y a des collègues qui ont considéré que tout ce qu'ils faisaient en distanciel, finalement, c'était bien commode et bien confortable. Bienvenue. Et donc il reste quelques places, vous allez être obligé de vous insérer de ci, de là. Voilà. Donc on a beaucoup parlé des résistances au distanciel, et en clin d'œil, moi je parle aujourd'hui des résistances au retour au présentiel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un certain nombre d'enseignants et d'universitaires ont eu du mal à retrousser les manches pour se mettre au distanciel, qui a quand même été un formidable joker, parce que ça nous a permis de continuer nos activités. Mais au jour d'aujourd'hui, j'observe qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pris goût aux bénéfices de ce distanciel, et ils aimeraient que ça continue comme ça. Et moi, je m'inscris totalement en opposition farouche et frontale contre cela. Je pense vraiment que ce qu'on fait à l'université, et en particulier en termes de séminaires et d'enseignement, ça bénéficie du présentiel, ça bénéficie du fait qu'on est tous ensemble là, réunis dans une même pièce. Et bien sûr, on peut faire des choses formidables sur Zoom, mais je pense que c'est mieux de les faire en présentiel. Alors, pour autant, vous voyez, il y a cette caméra qui est là et qui tourne déjà. C'est vrai que je suis bien sûr pas sourd et aveugle, en particulier aux desiderata des collègues qui sont en province, qui sont à l'étranger, et je ne vois pas pourquoi ils seraient privés de la conférence de ce soir de Nicolas Mendes et de Clément Moreau. Donc c'est pour ça que ça va être filmé, et après évidemment que les conférenciers aient pu regarder et donner leur accord s'ils sont OK pour que ça soit mis sur le site du séminaire. Ça sera à disposition des gens qui veulent bien le regarder. Voilà. Et c'est le choix que j'ai fait. C'est un choix ni chèvre ni chou, c'est-à-dire il n'y a pas de distanciel pendant le séminaire, on revient au bon vieux présentiel incarné, mais c'est vrai aussi que comme il y a vraiment des conférences qui vont être passionnantes cette année, comme les années précédentes, c'est
c'est dommage d'en priver ceux qui sont loin, d'où la caméra. Voilà. Euh, euh, je n'aime pas l'hybride, c'est-à-dire j'ai participé, comme sans doute un certain nombre d'entre vous, ces derniers mois à des colloques ou à des séminaires en hybride, c'est-à-dire il y a et du présentiel et du distanciel. Bon, moi je dois dire que je n'aime pas ça parce que techniquement ça demande beaucoup de maestria, beaucoup de compétences techniques que moi je n'ai pas. Alors bien sûr, je peux planter là mon portable, il y a un bon wifi ici, et puis le tourner vers les conférenciers ou vers celui qui parle. C'est sûr. Mais j'ai pas envie de ça, et je pense que quand l'hybride est là, bah, il faut qu'il y ait une ou deux personnes qui s'occupent d'une régie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une centralisation des flux vidéo et puis une distribution avec quelqu'un qui s'occupe d'une régie. Et ça, évidemment, ici dans le laboratoire et pour ce séminaire, on n'a pas les moyens d'avoir une régie. Donc, c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas cette hybride qui est maintenant de plus en plus à l'ordre du jour. Voilà pour les aspects techniques. On ne va pas aller bien plus loin là-dessus. Je terminerai cette petite introduction en faisant un petit coup de pub pour un colloque à l'horizon, donc qui s'intitule Menaces sur les liens. Donc c'est vraiment un intitulé très fortement contextualisé par rapport à tout ce qu'on vient de vivre là, ces derniers mois, ces dernières années, depuis le confinement. Donc je me permets de vous faire passer le flyer, comme on dit maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un colloque qui sera en présentiel, en distanciel et en hybride. Hein. On peut parler de hybride là pour le coup, mais il y aura les professionnels qu'il faut pour faire en sorte que ce soit techniquement possible et que ce soit. Voilà. Alors, je le dis pour ceux qui rejoignent le séminaire, le premier chapitre. Dans ce temps comme ça, inaugural, il est de coutume que je témoigne soit de chapitres de livres, soit de publications, soit de colloques. Installez-vous, bienvenue. Et une fois que je l'ai fait de mon côté, je me tourne vers vous tous en vous disant est-ce que vous avez vu passer en périnatalité, ça peut être plus largement en psychopathologie, psychanalytique autour de l'enfant et de l'adolescent, est-ce que vous avez un événement scientifique, une lecture que vous avez envie de mettre en avant, de partager? Auquel cas, est-ce qu'il y a un événement scientifique dont vous avez entendu parler, éventuellement dans lequel vous êtes impliqué, que vous aimeriez promotionner? C'est la coutume ici que de faire comme ça. Alors vraiment. Oui, je voudrais juste peut-être un mot Marion. sur cet ouvrage qui s'intitule Ce que les psychanalystes apportent à Ah, l'université. c'est bien que tu en parles. Je vous le fais passer, et notamment il y a un chapitre sur les travaux sur le genre. L'idée de cet ouvrage, ça a été de réunir des universitaires qui travaillent avec le référentiel psychanalytique justement pour faire un peu un état des lieux de tout ce qu'on travaille, et notamment souligner comment on est engagé dans des travaux d'actualité, puisque très souvent on reproche, quand on travaille avec ce référentiel-là, d'être, que c'est presque has-been de travailler avec une théorie aussi ancienne, et donc ça montre, enfin voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est aussi, il y a des chapitres, c'est aussi des fiches entières, mais c'est une façon aussi de soutenir RS qui voilà, s'est engagé et a soutenu la publication de cet ouvrage. Oui, c'est bien que tu parles, Marion, de cet ouvrage. Avec Denis Mélier, on a fait la partie périnatalité. Et c'est vrai que bon, c'est un ouvrage militant, mais qui arrive à point nommé. Est-ce que d'autres ont des événements scientifiques ou des lectures faites récemment pendant l'été que vous aimeriez mettre en exergue à l'occasion de ce séminaire? Bon, alors pour ceux qui débarquent et pour qui c'est la première fois ici, peut-être que je les cueille un peu à froid, mais c'est bien qu'ils entendent et que dorénavant,
pas reçu le mail de mon mailing, de ma mailing, c'est-à-dire qu'il y a des gens ce soir présents ici et qui n'ont pas reçu le mail d'invitation et que je pourrais rajouter à ma mailing list. Parce que oui, voilà, très bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc vous permettez que je fasse passer une feuille, donc nom, prénom, et puis mail, et alors je vous en conjure, mail en majuscule, parce que la probabilité de faire des bêtises quand on recopie une adresse mail en minuscule est forte. Alors elle est un petit peu plus faible quand c'est en majuscule, donc je vous en prie, écrivez comme OCP pour que je puisse pas faire de bêtises en recopiant votre mail. Bon, ben écoutez, donc je vais passer la parole à Nicolas Mendes et à Clément Moreau, que je remercie vraiment très vivement de leur présence, parce que c'est vrai que justement en sortant de ces temps de confinement et de distanciel, on a un peu perdu l'habitude de ces engagements et de ce que vous avez fait, c'est-à-dire sortir du boulot, venir ici, se déplacer. Donc je vous remercie de ça parce que je sais le coût que ça représente, parce qu'on avait un peu perdu l'habitude de tout ça. Et donc de venir en présentiel, d'avoir accepté d'être là avec nous et de défendre un sujet dont on ne peut pas renier de l'originalité a priori, mais on va en discuter de fait, parentalité, transidentité et PMA. Bon. Donc voilà, il me faut dire que Nicolas, vous êtes docteur en psychologie, psychologue clinicien en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et en biologie et de la reproduction à la Pitié Salpêtrière. Et vous appartenez, je ne sais pas si ma formule est la bonne, à la plateforme Trajectoire France. Et Clément Moreau, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes coordinateur du pôle santé mentale de l'association Espace Santé France, plateforme Trajectoire France. Donc peut-être vous allez nous affranchir un petit peu plus sur l'énigmatique plateforme Trajectoire France. Hein. Bon, je vous en prie. On peut enlever les masques. Voilà. Ouais. Bon, moi je l'enlève. Enfin, à l'hôpital, c'est cliniquement intéressant hein, dans les cabinets en ville à l'hôpital. Est-ce que vous permettez que j'enlève mon masque? Il y a des patients qui disent oui, des patients qui disent non. Bon, faites comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez garder le masque, vous êtes le bienvenu. Si vous souhaitez l'enlever, je crois qu'ici, même si le pass sanitaire n'a pas été affiché, on doit être une écrasante majorité d'être vaccinés. Donc si vous faites cadeau de l'entièreté de votre visage, on en est ravis. Nicolas, à vous. Très bien, merci pour cette invitation de pouvoir vous présenter un petit peu notre travail. Alors, c'est vrai que la demande initiale était davantage sur mon travail de thèse. Le micro, c'est bien pour la caméra, hein, c'est parce que c'est pas... D'accord, donc c'est simplement pour... Pour la caméra, c'est super important parce que ce genre Donc il faut que j'y pense. ça Ouais. a vraiment besoin de cet accessoire-là. Entendu. Mais on compte sur votre Ouais. voilà, puissance vocale. Ok. Ok. Très bien. Très bien. Donc c'est vrai que la demande initiale était davantage de présenter mon travail de thèse. Donc c'est un travail que j'ai effectué, que j'ai commencé en 2014 et que j'ai soutenu en 2018. Et on est en 2021. Donc comme vous l'avez dit, ces thématiques sont des thématiques d'actualité. Donc dans ce sens, elles évoluent. Il y a beaucoup de choses qui évoluent assez rapidement. Je ne dirais pas que ma thèse n'est plus d'actualité, mais qu'en tout cas, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Donc j'ai voulu intégrer un petit peu un certain nombre de questions davantage actuelles. Et c'est pour ça que je souhaitais que Clément soit avec moi pour cette présentation. Aussi pour me permettre de réfléchir avec moi sur comment actualiser un certain nombre d'aspects de ce sujet. Donc moi je travaille en pédopsychiatrie à la Pitié-Salpêtrière, donc dans le service du professeur David Cohen. J'interviens du coup à la consultation identité sexuée et je travaille également en biologie de la reproduction dans un centre SECOS. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Sur les sites de l'hôpital Bichat et de Jean Verdier. Et donc la plateforme Trajectoire Trans, qu'est-ce que c'est? Donc, on va vous en parler, mais déjà un peu globalement, c'est une plateforme qui s'est mise en place
pour permettre d'organiser, de coordonner un travail autour des professionnels qui sont engagés dans l'accompagnement des personnes trans, jeunes personnes trans, mineurs et jeunes adultes. Et aussi, ça intègre cela aussi la dimension de la parentalité et notamment des services de PMA. Vous verrez un peu pourquoi. Voilà pour ma présentation. Je vais laisser Clément se présenter et puis ensuite on commencera avec... Est-ce qu'on présente la plateforme Trajectoire Trans aussi à un moment? Oui, on peut le faire en début ou à la fin, mais comme tu le sens, peut-être qu'on peut commencer par là si tu veux. Oui, je sais pas. C'est très bizarre de parler dans un micro qui amplifie rien du tout. C'est troublant. Donc moi je suis Clément Moreau, psychologue clinicien et j'ai travaillé quelques années en maternité, en périnatalité, en pédopsychiatrie et maintenant je travaille pour l'association Espace Santé Trans et en libéral. Et donc, pourquoi je raconte ça moi? Oui. Dans le cadre de l'association Espace Santé Trans, qui est une association d'usagers et usagères, et donc de personnes trans, professionnels de santé, on milite pour les droits des personnes trans dans le champ de la santé globale, sous tous ses aspects, donc mental, physique, sexuel, et sur le plan des droits sociaux. Et donc, en ce qui me concerne, je coordonne tout le pôle santé mentale de l'association et j'anime notamment la permanence d'écoute psychologique, puisque depuis la sortie du premier confinement, on a eu beaucoup de demandes dans ce sens-là, de personnes trans qui avaient été fragilisées, comme tout le monde a été fragilisé, mais des personnes qui sont déjà fragilisées et précarisées socialement ont été d'autant plus fragilisées par la crise Covid. Et donc on a relancé une permanence d'écoute et étoffé un pôle santé mentale, et donc c'est de ça dont je m'occupe aujourd'hui. Et si je suis là avec Nicolas, c'est parce que justement je peux aussi vous donner quelques éléments de contexte sur qui sont les personnes trans, quelle est la vie des personnes trans dans leur santé et dans les enjeux de parentalité, puis on pourra un petit peu aller sur ta thèse du coup comme ça. En ce qui concerne la plateforme Trajectoire Trans, du coup c'est un travail auquel je tiens beaucoup. Ce sont pour la première fois des associations de personnes trans d'Île-de-France, les trois grosses associations qui travaillent ensemble, donc Espace Santé Trans, ou Trans et Accept ST, qui se sont mises d'accord avec la PHP, donc le service dans lequel travaille Nicolas notamment, pour une plateforme de travail commun avec des allers-retours entre les dispositifs associatifs et les dispositifs de ville et l'hôpital, pour un meilleur accompagnement des mineurs trans et des jeunes adultes et des familles dans les soins et dans les transitions aussi. Et ça, c'est vraiment absolument nouveau et je vais insister parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais c'est assez exceptionnel en fait que des usagers du système de soins et des soignants arrivent à se mettre d'accord à ce point pour travailler ensemble. Ce qui est aussi la vocation de notre association, c'est d'être à la fois des personnes trans et des soignants, et de pouvoir parler un peu des deux places et de pouvoir aller dans le sens de meilleurs soins et pas seulement de soins dits safe avec des personnes qui comprennent, mais des bons soins aussi. Parce que c'est super d'avoir affaire à des personnes qui connaissent les réalités des personnes trans, mais c'est encore plus important d'avoir affaire à des psychologues notamment et des professionnels de santé qui connaissent leur boulot. Et qui ont une forme d'expertise aussi, parce que malheureusement on a tendance à se contenter de gens bienveillants et parfois ça suffit pas. Et ça, voilà, ça c'est vraiment un aspect très important de cette coordination qu'on a réussi à avoir. J'ai la bouche extrêmement sèche. Exactement, et qu'on a formalisé via cette plateforme qui est composée dans sa gouvernance à un tiers de professionnels de la santé, un tiers de militants associatifs et un tiers de chercheurs issus des savoirs autour des questions trans. Donc c'est vraiment assez fantastique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisqu'on vient de commencer cette année. Voilà. Je vais peut-être commencer, je vais boire un tout petit peu. Je vais donner le plan. Alors du coup, sur cette présentation, comme je vous ai dit, donc je vais vous parler il y aura un temps recherche sur ma thèse, mais du coup, globalement, dans cette présentation, on va d'abord, parce qu'on ne sait pas bien forcément non plus, vous, dans votre pratique, dans les cours que vous avez, un peu ce que vous pouvez savoir ou avoir entendu autour des personnes trans, autour de leur parcours de soins. Donc, on va commencer d'abord par une introduction.
de savoir qu'est-ce qu'une personne trans, de quoi est-ce qu'on parle, quelles sont un peu leurs réalités. Donc ça, c'est une première introduction que Clément va vous proposer. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du travail que j'ai effectué sur ma thèse, en débutant d'abord par une contextualisation sur quelle était l'actualité en 2014-2018 lors de ma thèse autour des parcours également en PMA généralement et plus particulièrement pour les personnes trans. Et du coup, là, un peu l'actualité de ces questions. Et ensuite, je ferai un petit point méthodo sur comment est-ce que j'ai travaillé et puis sur mes résultats. Et on pourra ensuite ouvrir à un échange ensemble. Donc, on avait un PowerPoint, mais donc du coup, on tournera s'il y a un moment de mon ordinateur. Ouais. Les schémas sont tout petits, donc je suis pas sûr que ça... Mais bon, on peut toujours essayer. Bah, on va avoir beaucoup de choses à raconter alors. On va essayer en tout cas. Déjà pour commencer, être une personne trans, être transgenre, qu'est-ce que ça signifie? Souvent, il va y avoir des idées issues de reportages de la télé ou d'images médiatiques, du peu d'images médiatiques cohérentes qui existent autour des personnes trans, qui vont pas être toujours très au point, voire des visions un peu discriminantes ou à côté de la plaque. Donc, être trans, la définition qu'on peut vous proposer, c'est se sentir en inadéquation avec le genre qui a été assigné à la naissance. C'est-à-dire que l'expérience du monde, l'expérience du corps qu'on a dans le monde, dans le genre assigné à la naissance, fille ou garçon, car on assigne l'un ou l'autre à la naissance, ne va pas être correct, ne va pas être ressenti comme correct ou adéquate avec un vécu. C'est-à-dire que c'est pas être un homme coincé dans un corps de femme ou une femme coincée dans un corps d'homme, c'est pas exactement ça. C'est sentir qu'en exprimant l'identité de genre qui nous a été assignée à la naissance, on n'est pas soi. On est en train de ne pas être authentique. On est en train de ne pas exprimer quelque chose que l'on ressent à l'intérieur. C'est assez bête et en même temps assez fin comme définition. Et j'espère qu'au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'il y avait notamment des schémas, j'espère qu'on va réussir à s'entendre sur cette question-là et sur cette compréhension de ce que c'est que le vécu trans. Puis avec tout ce que Nicolas va expliquer après, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait, faire une transition de genre, c'est pas devenir un homme ou une femme, c'est quitter l'assignation qui nous a été faite. C'est ça s'il y a une chose à retenir, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que c'est pas, ça peut être devenir précisément cet homme-là ou cette femme-là, mais c'est surtout ne plus être la personne qu'on nous a en quelque sorte proposé d'être en nous reconnaissant comme fille ou garçon à la naissance, alors que ce n'était pas le cas. C'est s'apercevoir à un moment de sa vie que ce n'est pas possible. On parle en termes de diagnostic, notamment DSM, de dysphorie de genre. Donc ce serait une souffrance ressentie associée à cette expérience d'être une personne trans. On n'est pas obligé de ressentir de la dysphorie de genre pour être une personne trans. On peut simplement... au contraire, ressentir de l'euphorie de genre en allant dans le genre qui nous correspond. Ça, on peut aussi le définir comme ça. On n'est pas obligé de pathologiser la question. Mais bon, ça, on va peut-être... on en reparlera plus tard si vous souhaitez. Il faut aussi avoir en tête l'existence de personnes non binaires. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler, ou probablement. Mais c'est aussi simple que ce que je viens de dire concernant la définition d'une transidentité. La non-binarité fait partie des transidentités. Il s'agit de ne pas se reconnaître dans le genre qui a été assigné à la naissance, mais ne pas transitionner vers quelque chose d'exclusivement masculin ou féminin, finalement. Et de chercher autre chose. Ou quelque chose d'un peu. Ou de autre chose, ça dépend. Et les personnes qui le vivent sont tout à fait à même de l'expliquer en général. Donc c'est pas très grave de pas avoir une définition très très précise. L'important étant de comprendre que si j'ai été assignée femme et que je me ressens autrement, l'important ça va être de s'adresser à moi, pas comme une femme, tout simplement. Alors, d'un point de vue des... Oui, j'ai une autre définition. Merci Nicolas. Par opposition aux personnes transgenres, on va parler de personnes cis ou de personnes cisgenres, c'est-à-dire des personnes qui sont suffisamment confortables dans le genre qui leur a été assigné à la naissance, ou en tout cas qui ne le remettent pas en question. Il n'y a pas une frontière définitive entre personnes transgenres et personnes cisgenres, mais il y a des personnes qui vont avoir besoin d'exprimer une transidentité et d'autres non.
Et je pense que c'est comme ça qu'on peut le signifier. Du coup, je vais regarder là, c'est mieux. C'est moins petit que sur mon téléphone, merci. En fait, quand on a commencé à étudier les personnes trans, et c'est il y a très longtemps que ça a commencé, il y a eu beaucoup de recherches étiologiques, de recherches démographiques, pour comprendre pourquoi les personnes étaient trans, pour comprendre avec des hypothèses qui ont été à peu près toutes invalidées depuis, parce qu'en fait, il n'y a pas d'étiologie, c'est c'est une variation des identités humaines. Il n'y a pas un devenir trans qui a été démontré jusqu'ici. Et je pense que c'est même des recherches qui ont été plutôt abandonnées à force en psychologie parce que ça donnait pas grand-chose. Ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, c'est qu'il y aurait à peu près 1% de la population qui est trans, ce qui en fait est beaucoup. C'est en ça qu'on peut parler d'une variation de la vie humaine, enfin je sais pas comment le formuler, de l'identité. Alors que, il me semble, les premières études, c'était 1 pour 40 000. 1 pour 30 000, 1 pour 40 000. Ça s'explique notamment du fait que quand on faisait des relevés de qui était trans, on avait une vision qu'on appellera cis-normative, c'est-à-dire normée autour de l'expérience des personnes cisgenres, de ce que c'est que la transidentité. Donc c'était des femmes qui devenaient des hommes qui devenaient des femmes. Donc par exemple, toutes les personnes qui ne s'inscrivaient pas dans cette dynamique-là n'étaient pas reconnues ou mesurées. Et il y avait une vision très précise de ce que ça voulait dire faire une transition. Donc par exemple, on considérait pas que la transition, c'était quitter son assignation et donc engager des changements sociaux, parfois physiques, parfois pas, parfois hormonaux, parfois chirurgicaux. C'était la complète en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il fallait être une personne qui avait fait un parcours d'un point A précis à un point B précis et qui avait subi toutes les interventions médicales possibles et qui avait changé de nom et de sexe à l'état civil. Ça enlève effectivement tout un tas de personnes qui n'étaient pas relevées dans les études. C'est pour ça qu'on passe de... Enfin, il n'y a pas une épidémie de personnes transgenres, c'est ça que je tiens à dire. C'est-à-dire qu'on passe d'un relevé de 1 pour 30 000 ou 1 pour 40 000 à 1% de la population. Je crois qu'il y a un truc sur la mesure des gauchers qui a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, il y a de plus en plus de gauchers. Non, c'est pas ça, c'est qu'on les mesure. Et on arrive à pas les contrarier petits, donc ils existent. C'est un petit peu la même logique. En gros, dans les échantillons de la population qu'on a, dans les méta-analyses, on varie entre 0,39% et 0,7% des adultes qui se disent trans spécifiquement. Et dans cette statistique, on a la moitié qui sont des jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Dans les statistiques qu'on retrouve depuis 2014, chez les 13-18 ans, on varie entre 0,7 et 2,7% des personnes qui se disent trans et ou non binaires. Donc voilà, les chiffres varient vraiment entre du 0,39 à 2,7%. En gros, on pourrait penser à 1% de la population. Du coup, faire une transition, pour résumer, c'est quoi ? C'est cesser de s'éloigner de soi, cesser de vivre une forme de non-authenticité, et donc parfois aussi cesser d'être confronté à une certaine souffrance, notamment psychique. C'est pouvoir accéder à un ressenti authentique et complet de son identité, y compris dans le genre. Et en fait, ce que les personnes disent souvent quand on les interroge, c'est que c'est cesser de faire semblant d'être du genre assigné à la naissance. C'est plutôt une impression d'avoir fait semblant. Et pas de mentir, c'est pour ça que j'insiste. Ce que vous avez besoin de savoir sur les personnes trans, globalement, en termes de contexte, c'est que ce sont donc des personnes qui souffrent à peu près de la même chose que les personnes cisgenres, à la différence près qu'ils et elles font face à certaines discriminations spécifiques qu'on va appeler globalement transphobie. Et donc la transphobie, c'est toutes les attitudes et les pensées négatives à destination des personnes qui ne sont pas cisgenres, donc qu'elles soient transgenres, non binaires. J'espère que je ne suis pas en train de vous perdre. Je crois que ça va, ok, ça me rassure. Et donc ça peut être des discriminations évidentes, voire des violences, ou des discriminations plus subtiles. Ça peut être simplement des représentations très genrées et très précises où il n'y a pas de place pour exister en dehors d'une certaine binarité. Ça peut être risquer de se faire taper dessus dans la rue parce qu'on exprime son identité de genre et que ça ne convient pas à la personne qu'on croise. Ça va vraiment dans tous les champs de la discrimination possible, dans tous les champs des violences possibles qu'on peut imaginer,
et des LGBT-phobies au sens large, de ce que vous pouvez imaginer, ça en fait partie de manière assez dramatique malheureusement. Les personnes trans sont très très vulnérables aux violences sociales. Ça va toucher en proportion variée toutes les personnes qui ne sont pas cisgenres, que ce soit les personnes qui commencent leur transition, qui aient déjà fait leur transition depuis très longtemps, qui soient des personnes non binaires chez qui la variation de leur expression de genre ne se voit pas beaucoup. Ça va quand même, il va quand même y avoir une pression, notamment à minima psychique, de la vie sociale sur la vie des personnes trans. Du coup, toutes les personnes dont je viens de parler, non cisgenres, vont aussi expérimenter ce qu'on appelle de la transphobie intériorisée. En tant que praticien de la santé mentale, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que ça va être s'appliquer toutes les pensées discriminantes à l'égard des personnes trans à soi-même. C'est-à-dire ne pas s'imaginer un avenir, parce que si vous regardez la presse ou les médias culturels, la télé, les séries télé, les films, etc., une personne trans, c'est souvent une personne qui meurt dans le film au début et ça fait un bon sujet d'enquête. Enfin, c'est des choses comme ça, malheureusement. C'est une personne qui vit dans une terrible précarité ou qui fait du travail du sexe, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas toujours la réalité. Et donc, c'est des images, quand par exemple, on va être une jeune personne de 14 ans, qui ne sont pas évidentes en termes d'identification et qui peuvent générer une forme de sentiment d'urgence à ne surtout pas ressentir cette identité, à ne surtout pas l'assumer et la vivre, parce qu'on ne se voit aucun avenir. Et aucune forme de vie adulte agréable ou confortable ou qui ressemble un tant soit peu à celle des gens qu'on connaît. Donc ça, c'est vraiment un impact. Donc tous ces impacts-là de la transphobie intériorisée, ça a un impact sur l'estime de soi, sur ce qu'on estime pouvoir mériter dans la vie. Et ce à quoi on peut... Enfin, je reprends ma phrase, excusez-moi, on peut y relier une incapacité à s'autodéterminer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mettre des années à se dire trans parce que leur transphobie intériorisée leur aura empêché d'aller voir clair dans cette question. Et c'est souvent à cet endroit-là que l'accompagnement et le soutien, soit en pair aidance, en association, soit avec des professionnels de la santé mentale, soit les deux, peut être utile pour se sentir suffisamment à l'aise avec soi pour pouvoir aller explorer cette question-là sans avoir trop peur et sans être trop jugeant vis-à-vis de soi-même. Ce qui a été mesuré quand même vis-à-vis de la transphobie, c'est ses impacts sur le niveau de dépression, le niveau d'anxiété et les tendances suicidaires des personnes qui sont quand même notablement plus élevées. Donc c'est vraiment quelque chose d'étudier en psychologie et très important. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que l'âge moyen du coming out aujourd'hui, tel qu'il a été mesuré dans les études que je citais tout à l'heure, c'est 17 ans. Avec un décalage de 5 ans entre, à peu près, c'est des moyennes, entre le moment où on l'a su et le moment où on l'a dit. Donc ça veut dire que les personnes à 12 ans peuvent être en capacité de le savoir. Et quand je dis le savoir, ça veut dire que dans les études, on a mesuré que les personnes avaient fait leur transition, n'avaient pas regretté et avaient continué. Encore, ça ouvre d'autres questions, mais les âges limites de ces études, la plus jeune personne a 3 ans et la plus vieille personne a 75 ans, pour vous donner une idée. Donc ça touche des personnes de tous âges et je pense de tous horizons, même si on n'a pas enquêté dans tous les horizons dans les travaux de recherche. Alors, on vous avait apporté un schéma qui s'appelle « Différencier le genre et des autres dimensions de l'identité sexuelle », qui a été publié dans une revue de santé sexuelle suisse. Peut-être on pourra l'envoyer par mail éventuellement et le faire suivre. Je ne sais pas si tu peux le montrer, mais je ne suis pas sûr que ça... Voilà, c'est tout petit, hein. Il est joli, hein. En gros, ce schéma vous explicite les différents niveaux d'identification dans la binarité sexuelle et de genre, le niveau du sexe biologique, le niveau du sexe assigné à la naissance, le niveau de l'identité de genre, puis de l'expression de genre, ensuite l'attirance sexuelle érotique, et enfin l'attirance affective ou romantique. Et tout ça... Pardon ? Oui, pardon. Mais du coup, je vais prendre le temps d'expliciter chaque palier, puis après, je passerai la parole à Nicolas. Mais c'est pour vous donner un peu une vision un peu de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'une personne trans peut avoir été assignée d'un certain sexe à la naissance, s'en éloigner du fait de sa transition dans son identité de genre, mais avoir une expression de genre, je vais vous embêter avec ça, je pense que ça va être un peu compliqué, mais je vais avoir des exemples, mais avoir une expression de genre encore différente.
et ça n'aura pas forcément d'impact sur son attirance